Gaius Julius César, un nom qui, 2000 ans plus tard, résonne comme un synonyme de pouvoir absolu. On a l'habitude de le voir en marbre blanc, un brillant chef militaire, un dictateur sage, un homme de son temps. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelle part de cette image relève de la vérité historique et quelle part relève d'une habile opération de communication? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce mythe et découvrir le vrai visage de César. Commençons par la question principale. Qui sont les juges? Évaluer une figure d'une telle envergure, c'est comme tenter de discerner les détails au cœur de la tempête. Nous avons les témoignages de contemporains qui ont perçu cette atmosphère si particulière de l'époque, mais ils étaient profondément impliqués dans des sympathies personnelles et des intrigues politiques. Et puis, il y a les historiens futurs qui, connaissant déjà l'issue, modifient involontairement les faits pour les faire coller au résultat. C'est le piège du recul. Nous jugeons un joueur sur son score. Mais pour comprendre César, il nous faut oublier comment tout s'est terminé. Le premier à façonner l'image du grand César fut César lui-même. Ses mémoires, le corps césarien, ne sont pas de simples chroniques militaires. Elles constituent le premier blog politique d'envergure de l'histoire. Savez-vous quel tour de force il a réalisé? Il a écrit exclusivement à la troisième personne. César est venu, César a donné des ordres. Cela a créé une illusion presque magique d'objectivité absolue, du genre « je ne me vante pas, ce ne sont que les faits bruts ». Et voici un chiffre à méditer. Dans ses notes, il mentionne son propre nom 775 fois. Ce n'est pas de la modestie, mes amis, c'est du marketing personnel agressif. Il s'est dépeint comme un tacticien d'une rapidité fulgurante et, plus importante encore, comme un dirigeant clément qui pardonnait à ses ennemis. Mais était-il vraiment ainsi? Pour comprendre cela, il faut regarder en coulisses. C'est là qu'intervient Cicéron, le plus grand intellectuel de Rome et peut-être son témoin le plus éloquent. Cicéron avait 3 Césars différents. Dans ses lettres privées à ses amis, où il n'avait pas besoin de se masquer, il qualifiait César d'aventurier politique et de bandit déchu, rêvant de détruire la République. Mais dès que Cicéron montait sur l'estrade officielle, le ton changeait comme par magie. Dans ses discours, César se transformait en un génie divin et un réformateur sage. Pourquoi? Parce que César était au pouvoir et que Cicéron tenait trop à sa propre vie. Ce n'est qu'après les funestes ides de mars, lorsque les dagues des conspirateurs mirent fin à la vie du dictateur, que les masques tombèrent. Cicéron expira enfin et déclara à la face du monde « Le tyran est tombé ». Mais même alors, il commença à promouvoir une nouvelle théorie, que César complotait contre la liberté depuis sa jeunesse, lorsqu'il se contentait de se gratter la tête du bout des doigts pour arranger ses cheveux. Il y avait aussi Salluste, un homme que César sauva littéralement de la misère politique. Ses écrits reflètent le point de vue d'un camarade dévoué. Dans ses Lettres à César, il brosse le portrait d'un dirigeant idéal sur lequel reposent tous les espoirs du pays. Mais même là, on perçoit moins une personne réelle qu'un programme politique. Alors, qui était vraiment Gaius Julius? Un manipulateur subtil qui a forgé sa propre légende ou un grand réformateur idolâtré après sa mort? Pour le découvrir, il nous faudra traverser un véritable labyrinthe de flatteries officielles et de haine féroce de ses ennemis. Nous entamons le voyage vers le véritable César et croyez-moi, la réalité sera bien plus fascinante que n'importe quel mythe. Commençons par un homme qui a vu César à l'œuvre, l'historien Salluste. Et c'est là que survient le premier rebondissement. Ces lettres à César ne sont pas de simples échanges mondains. Elles sont la chronique d'illusions brisées. Au début, Salluste chante littéralement les louanges de César, le présentant comme le seul capable de sauver Rome du précipice. Il s'exclame « Tu conserves ta grandeur d'âme plus encore dans l'adversité que dans la prospérité. » Mais 5 ans passent. César accède au pouvoir absolu et le ton de Salluste change radicalement. Ses paroles deviennent venimeuses.
Il commence à insinuer que le pouvoir corrompt même les meilleurs et que l'entourage de César n'est qu'une populace embourbée dans les dettes et le vice. Imaginez, un homme qui croyait en son idole et qui réalise soudain qu'il a créé un monstre. C'était le premier signe avant-coureur de l'histoire. Mais Salluste va plus loin encore. Il oppose César à son principal ennemi idéologique, Caton. C'était un affrontement de titans. Pour lui, César représente l'énergie, la générosité et le mouvement perpétuel. Caton représente la moralité inflexible, la sévérité et l'impeccabilité. Savez-vous quelle est l'ironie? Salluste n'a jamais pu désigner de vainqueur. Il rêvait d'un chef qui allierait la force de César à l'intégrité de Caton, mais en réalité, une telle personne n'existait tout simplement pas. Dès lors, une question se pose. Pourquoi comparons-nous encore César à Alexandre le Grand? Cette tendance a été instaurée par des biographes antiques comme Plutarque. Pour eux, César était avant tout une machine de guerre, vitesse, prise de risque et ambition démesurée. Plutarque l'affirme sans détour. César se mesurait à lui-même, cherchant sans cesse à surpasser ses propres exploits. Mais derrière le faste des légions, on ne voyait guère le réformateur. À leurs yeux, il demeurait un brillant soldat, trop avide de devenir roi. Si Plutarque a créé une légende, Suétone, lui, a dressé un dossier. Sa biographie de César est un véritable compte rendu de sa vie privée et de ses démêlés avec la justice. Elle aborde tous les aspects de sa vie, de sa façon de coiffer ses cheveux clairsemés à ses dettes colossales et ses innombrables liaisons. Et le verdict de Suétone est impitoyable. César était un souverain pernicieux. À ses yeux, le véritable héros était Auguste, qui a rétabli l'ordre dans le chaos laissé par Jules César. Le plus frappant est qu'après sa mort, César soit tombé dans l'oubli pendant des siècles. À la Renaissance, les intellectuels vénéraient les poètes et les orateurs. Ils n'avaient nul besoin d'un dictateur. César ne revint à la mode qu'avec le fracas de la Révolution française. Napoléon et ses compagnons revêtirent littéralement des toges romaines. Ils utilisèrent le nom de César comme une marque pour justifier leur soif de pouvoir. Alors, qui était-il vraiment? Une machine infernale qui façonne l'histoire ou un homme qui, avec une aisance déconcertante, domptait le chaos? On a l'habitude de le voir figé dans le marbre, mais derrière cette statue se cache une personnalité vibrante, terrifiante et incroyablement passionnée. Et croyez-moi, ce qui s'est passé lors de ces funestes ides de mars n'était pas qu'un simple meurtre, c'était l'apogée de la plus grande supercherie de l'histoire de l'humanité. Et maintenant, nous allons l'examiner en détail. Nous avons l'habitude de le voir figé dans le marbre froid, mais derrière cette pierre se cache une personnalité vibrante, terrifiante et incroyablement passionnée. Croyez-moi, ce qui s'est passé lors de ces funestes ides de mars n'était pas qu'un simple meurtre, c'était l'apogée de la plus grande supercherie de l'histoire de l'humanité. Et maintenant, nous allons l'examiner en détail. L'ère de l'action était arrivée. Le monde n'avait plus besoin de philosophes ni d'humanistes. Il réclamait un chef. Les ombres de Brutus, des Gracques et, bien sûr, de César lui-même firent irruption sur la scène historique. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Pensez-vous que les historiens s'accordent sur qui il était? Absolument pas. Napoléon l'idolâtrait, et son neveu écrivit même une œuvre en 3 volumes pour tenter de justifier ses ambitions en s'appuyant sur l'ombre de son illustre ancêtre. Mais creusons un peu plus. Au XIXe siècle, l'historien Théodore Mommsen a créé un véritable culte de la personnalité autour de César. Selon lui, Jules était un génie sans égal, le monarque idéal, un orateur, un écrivain et un stratège accompli. Mommsen s'écriait littéralement « César est la meilleure chose qui soit arrivée à l'Europe ». Mais était-il un personnage réel ou simplement le fantasme d'un libéral allemand d'un pouvoir absolu? Voici l'Italien Ferrero qui déconstruit le monument. Il déclare « César n'était pas un génie, mais un brillant aventurier ».
Un homme souvent à la merci des circonstances qui a enchaîné les erreurs et s'est retrouvé plongé dans une guerre civile qu'il redoutait. Imaginez, le plus grand dictateur n'était qu'un joueur chanceux qui a tout misé et qui, miraculeusement, a gagné. Qui croire? Des historiens russes comme Viper et Mashkin ont ajouté une dimension dramatique supplémentaire à ce récit. Ils voyaient en César l'otage de sa propre armée. Jules ne se contentait pas d'être avide de pouvoir. Il était contraint de nourrir ses légions. Il devint un chef de soldats qui, au sommet de sa gloire, se retrouva isolé. Ses anciens alliés le haïssaient et ses nouveaux favoris n'attendaient qu'une occasion de s'accaparer une part du gâteau. La question principale est maintenant la suivante. César avait-il tout planifié depuis son enfance? L'historien Drumann pensait que, déjà jeune, César, observant le dictateur Sylla, élaborait mentalement un plan de domination mondiale. Mais Ronald Sim rétorque « Oublions l'idéologie. César était réaliste et opportuniste. À Rome, il n'y avait pas de parti au sens où nous l'entendons. Il n'y avait qu'une lutte pour le pouvoir, l'argent et la gloire. Jules César a simplement excellé dans ce domaine. Qui était-il donc? Un génie démoniaque, comme l'écrivait Geltzer, un homme dont le rythme de vie était si effréné que ses contemporains ne pouvaient tout simplement pas le suivre? Ou un nettoyeur de forêt qui se contentait de nettoyer la corruption qui gangrenait la politique romaine, comme le croyait Balsdon? La tragédie, c'est que César a détruit l'ancien monde sans parvenir à en bâtir un nouveau. Il a arraché le masque de la République, révélant son visage cadavérique, mais n'a pas réussi à faire aimer la nouvelle réalité au peuple. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, son successeur Octave l'a accompli. Mais Octave était plus rusé. Il avait compris que le peuple n'avait pas besoin de la vérité, mais d'un décor séduisant. César était trop honnête dans sa dictature, et c'est précisément cette honnêteté qui a causé sa perte. Et nous allons maintenant voir comment, pas à pas, il a progressé vers sa fin. Imaginez un homme si sûr de sa propre grandeur qu'il appelle sérieusement la déesse Vénus son arrière-grand-mère. Ce n'est pas seulement de l'audace, c'est le fondement sur lequel Jules César a bâti sa légende. Mais la tragédie de César, dont nous avons parlé au début, a commencé bien avant ces funestes ides de Mars. Tandis que son successeur, Octave, allait plus tard créer l'illusion parfaite d'une république, le jeune César a toujours préféré la voie de l'intégrité. Tout a commencé en 100 avant J-11C ou 102. Les historiens débattent encore des dates, mais l'important est que César naquit dans un monde déjà en proie à de fortes tensions. Sa famille était noble, mais considérée comme mauvaise par l'élite de l'époque. Son oncle n'était autre que le légendaire Gaius Marius, un homme que le Sénat haïssait autant qu'il le craignait. C'est cette ombre familiale qui marqua profondément son destin. À 15 ans, César perdit son père. À 16 ans, il devint prêtre de Jupiter. Un destin honorable, en apparence. En réalité, c'était une cage dorée. Il était interdit à un prêtre de monter à cheval, de voir l'armée ou de quitter Rome plus de 2 nuits. Imaginez ce jeune homme ambitieux, littéralement interdit par les dieux de combattre ou de poursuivre une carrière. Mais le destin intervint alors en la personne du dictateur Sylla. Sylla s'empare du pouvoir et exige que César divorce de sa femme, Cornelia, la fille de son ennemi juré. Et là, pour la première fois, apparaît le César trop honnête. Il dit non au dictateur. À une époque où les têtes des opposants étaient exposées au forum en guise de décoration, c'était comme un suicide. César s'enfuit, se cache dans les bois, souffre de fièvre et rachète littéralement sa vie aux patrouilles. Il est finalement gracié, mais Sylla, ce vieux renard, prononce une phrase qui aurait dû glacer le sang des sénateurs. Il y a beaucoup de Marius en ce garçon. Et il avait raison. César partit pour l'Orient et un incident survint qui révéla parfaitement son caractère, sa capture par des pirates. Lorsque les bandits exigèrent une rançon de 20 talents, César leur rit au nez.
« Vous ne savez pas qui vous avez capturé. Demandez-en 50, lança-t-il. Et pendant qu'il rassemblait de l'argent, il récita ses poèmes aux pirates et leur promit, sur le ton de la plaisanterie, de tous les exécuter. Les pirates rirent, le prenant pour un jeune homme amusant, mais une fois la rançon payée, César revint avec une flotte, les captura et les crucifia tous. Il ne mentait jamais. De retour à Rome, il s'affranchit des règles du Sénat. Il transforma les funérailles de ses proches en spectacle politique, dévoilant pour la première fois depuis des années les portraits de Marius, banni du Sénat. La foule exulta. César l'avait compris. Pour renverser le vieux monde, il devait d'abord gagner le cœur de ceux qui y vivaient. Beaucoup pensent que Rome était alors un foyer de lutte partisane, à l'image d'un parlement moderne. Mais c'est un mythe. Il s'agissait d'une bataille d'ambition personnelle, de liens familiaux et d'argent. César n'était pas un démocrate, au sens où nous l'entendons. C'était un joueur qui avait compris que les anciennes règles étaient obsolètes. Il fut tribun militaire, pontife, orateur brillant, mais finalement un aristocrate talentueux parmi tant d'autres. Personne au Sénat ne se doutait encore que cet homme allait bientôt lever le voile sur la République et révéler son vrai visage. Alors même que notre héros entame son ascension vers le pouvoir absolu, Rome tremble sous une nouvelle menace, plus terrible encore. L'ombre de Spartacus plane à l'horizon, mais nous y reviendrons dans la prochaine partie. Rome tremble. Ce qui n'était au départ qu'une simple évasion de 70 gladiateurs de l'école de Batiatus s'est transformé en un véritable ouragan. Spartacus. Ce nom a fait trembler les sénateurs. Il ne s'est pas contenté de piller, il a anéanti des légions entières. L'Italie est devenue une arène sanglante et le spectre d'Hannibal plane à nouveau aux portes de la ville éternelle. Lorsque les consuls furent complètement discrédités, Marcus Licinius Crassus, l'homme le plus riche de Rome et ancien allié de Sylla, entra en scène. Il plongea la rébellion dans le sang, mais au dernier moment, Pompée le Grand, de retour d'Espagne, s'appropria sans vergogne toute la gloire. Imaginez la scène, deux ambitieux prédateurs, leurs armées à la main, se tenant aux portes de Rome, refusant de se démobiliser. Le parfum d'une nouvelle guerre civile plane, mais ils font un geste inattendu. Ils concluent un accord. Devenus consuls, ils entreprennent de démanteler pierre par pierre les lois sévères de Sylla, rendant le pouvoir aux tribuns. Et que dire de notre héros? Tandis que les titans se partagent le monde, Jules César demeure officiellement dans l'ombre. Mais il s'agit de l'ombre d'un prédateur avant son lever. Durant ces années, on le décrit surtout comme un dépensier invétéré. Il acquiert des œuvres d'art et des esclaves à des prix si exorbitants qu'il craint même de les inscrire dans ses comptes. Il fait construire une villa luxueuse, puis ordonne aussitôt sa démolition car elle ne lui plaît plus. Ses dettes s'élèvent à la somme astronomique de 8 millions de deniers. Mais voici le secret. César a transformé ses dettes en armes politiques. Ses créanciers craignent désormais sa chute plus que la leur, car seul son succès pourra les rembourser. En 68, César devint questeur et commença à agir avec audace. Aux funérailles de sa tante Julia, il fit ce que personne n'avait osé faire depuis des années. Il exposa des images interdites du déshonoré Marius. Ce fut un véritable séisme politique. Vint ensuite son service en Espagne. La légende raconte que César fondit en larmes à la vue d'une statue d'Alexandre le Grand. Alexandre avait 30 ans et avait déjà conquis le monde. César avait le même âge et n'était encore qu'un riche débiteur. À son retour, il se remarie, se rapproche de Crassus et entreprend une manœuvre subtile pour le compte de Pompée. Lorsque le Sénat doit décider d'accorder ou non à Pompée les pleins pouvoirs sur toute la Méditerranée pour lutter contre la piraterie, César est pratiquement le seul sénateur à soutenir la loi. Pourquoi agit-il ainsi? Il crée un précédent. Si la République confie aujourd'hui le pouvoir absolu à un homme, un autre pourrait s'en emparer demain. Devenu édile, il captive totalement la foule. Imaginez le spectacle.
320 paires de gladiateurs entrent dans l'arène, chacune revêtue d'une armure d'argent pur. L'éclat du métal aveugle littéralement les spectateurs, et le peuple scande son nom en extase. Son collègue Bibulus est furieux, il paie la moitié du prix, mais toute la gloire revient à César. Mais derrière ce faste se cache une sombre réalité. À Rome, la rumeur court d'un complot secret ourdi par Catilina, un homme prêt à tout pour le pouvoir, même à embraser la ville. César était-il présent? Des murmures en coulisses semblent l'affirmer. Mais César est trop rusé pour laisser la moindre trace. Il joue habilement avec la loi, jusqu'à ce que l'étoile du grand orateur Cicéron brille dans le firmament politique. Une grande partie d'échecs commence, où l'enjeu ne sera pas seulement une carrière, mais la vie même. Et César a déjà préparé son premier coup. César passe à l'action, et c'est un véritable coup de tonnerre politique. Il tente de faire adopter une loi de redistribution des terres. Officiellement, il s'agit d'une aide aux pauvres, mais en réalité, César veut créer une commission surpuissante dotée de pouvoirs dictatoriaux. C'est un coup dur pour Pompée, qui combat alors en Orient. Mais Cicéron est considéré à juste titre comme le plus grand orateur de Rome. Par ses discours, il réduit littéralement le projet à néant, convainquant le peuple qu'il s'agit d'un piège. On pourrait croire que ce serait une défaite cuisante pour César. Que nenni! Il se lance immédiatement dans des batailles juridiques, et c'est là que l'action commence vraiment. Imaginez, César, au tribunal, défend un prince numide, et sous le coup de l'émotion, il empoigne le fils du roi par la barbe. Rome est sous le choc. C'est une audace inouïe, indécente. Il perd procès après procès, mais obtient l'essentiel, l'image d'un homme prêt à tout pour son peuple. Il se forge une réputation de protecteur irréprochable, un modèle pour des milliers de personnes. César exhume alors un vieux secret, l'affaire du sénateur Rabirius. Il l'accuse d'un meurtre commis 30 ans plus tôt, l'année même de sa naissance. Pourquoi? Pour montrer au Sénat que personne n'est oublié et que son pouvoir de déclarer l'état d'urgence n'est pas un permis de tuer. Et bien que le procès s'effondre à cause de manœuvres juridiques douteuses, César se retrouve une fois de plus sous les feux des projecteurs. Il n'est pas qu'un simple politicien, il incarne un échec systémique. Mais le véritable suspense commence lorsque le poste de souverain pontife se libère. Pour César, c'est un pari risqué. Accablé de dettes, la défaite signifie la ruine immédiate, l'emprisonnement ou une fuite honteuse. En partant pour l'élection, il confie à sa mère « Aujourd'hui, tu me verras soit grand prêtre, soit exilé ». Et il est élu. La vieille garde des sénateurs est horrifiée. Cet aventurier est désormais à la tête de toute la religion romaine. La ville se retrouve alors sous la menace de Catilina. Rome exhale une odeur de brûlé et de sang. Cicéron surprend les conspirateurs en flagrant délit, muni de lettres menaçant d'incendier la ville et de massacrer le Sénat. Dans le temple de la Concorde, les sénateurs réclament la peine de mort. Tous crient « À mort !» César se lève alors. Son discours est glacial. Il ne défend pas les traîtres, il défend la loi. Tuez-les sans procès, et demain, chacun d'entre vous subira le même sort, déclare-t-il. Un silence de mort règne dans la salle, mais Caton fait irruption. Il pointe littéralement du doigt César, l'accusant de complicité dans le complot. L'atmosphère est tendue. La cavalerie qui garde le Sénat dégaine déjà ses sabres, prête à transpercer César sur le champ. Les conspirateurs sont étranglés dans un sombre cachot, Cicéron est acclamé comme le sauveur de la patrie. Et César est de nouveau au bord du gouffre. Les dénonciations affluent, on tente de l'arrêter, mais il refait surface. Comment? Grâce à sa maîtrise de l'intrigue, à sa discipline de fer et à son don de fournir à Cicéron les bonnes informations au moment opportun. Nombre de contemporains n'y voyaient qu'une suite d'échecs et d'erreurs. Mais regardons de plus près. Tandis que Pompée recevait des titres comme une faveur du destin, César s'accrochait à chaque victoire.
Il apprit l'essentiel, persévérer là où d'autres s'effondrent. Il transforma ses défaites en son plus grand atout. Et tandis que Rome célébrait sa victoire sur Catilina, César préparait déjà une nouvelle alliance qui allait enterrer à jamais l'ancienne République. La partie ne faisait que commencer. Imaginez, Cicéron, triomphant et sauveur de sa patrie, s'avance devant le peuple pour prononcer son discours final. Mais au lieu d'applaudissements, un silence glacial règne. Ses ennemis, menés par Metellus Népos, lui interdisent tout simplement de parler. C'est un affront public. Cicéron est accusé du crime le plus odieux, l'exécution de citoyens romains sans procès. Mais il ne serait pas le plus grand orateur s'il n'avait pas réussi à se sortir de ce mauvais pas. Au lieu d'un bref serment formel, il livre une prestation si magistrale que la foule exulte de joie. Cicéron a triomphé sur le moment, mais derrière lui se tenait un homme qui savait manier l'épée à long terme. L'année 62 avant JAC ne commença pas par des débats, mais par une odeur de sang. Metellus Népos et le jeune préteur César amènent une foule armée et des gladiateurs dans les rues. Leur but, faire voter une loi qui transférerait tous les pouvoirs à Pompée. Le chaos éclate au Sénat. Lorsque Metellus tente de lire la loi, Caton lui arrache littéralement le parchemin des mains et lui plaque les mains sur la bouche. Une rixe éclate et Caton est presque battu à mort sur place au Forum. Le Sénat déclare l'état d'urgence et destitue César. On pourrait croire que c'est la fin de la carrière de César. Mais voyez ce que fait-il. Il s'enferme chez lui et congédie ostensiblement les licteurs. Lorsqu'une foule enragée se présente à sa porte, prête à raser Rome pour rétablir son idole au pouvoir, César apparaît et les calme. Il déclare au Sénat « Voyez, je suis le seul à tenir ces chiens en laisse. » Et cela fonctionne. Les sénateurs, terrifiés, viennent à lui avec gratitude et le réintègrent. Tandis que ses ennemis célèbrent la mort de Catilina sur le champ de bataille, César comprend. Le véritable pouvoir ne se forge pas dans les forêts d'Italie, mais dans la capacité à manipuler la peur des élites. Pompée retourna alors en Italie. Rome resta figée. Tous s'attendaient à ce qu'il suive l'exemple de Sylla et entre dans la ville avec ses légions. Mais Pompée commit un acte qui choqua ses contemporains et qui continue de déconcerter les historiens. Il démobilisa son armée et entra dans Rome comme un simple citoyen. Était-ce là le geste d'un grand juriste ou l'indécision fatale d'un homme craignant de prendre la couronne? Le Sénat, pressentant la faiblesse du géant, commit une erreur fatale. Il entreprit d'humilier Pompée en refusant à ses vétérans les terres qui leur avaient été promises. Tandis que les politiciens se disputaient les miettes du pouvoir, Rome était secouée par un immense scandale sexuel. Un certain Claudius, déguisé en femme, s'introduisit chez César pendant les mystères de la déesse. Sa cible, l'épouse de César. Le procès tourna à la farce, les juges étant corrompus, mais c'est là que César prononça son verdict légendaire. La femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Il demandait le divorce non par jalousie, mais pour préserver son image irréprochable. En 61 AP JC, César était criblé de dettes. La somme était astronomique, 25 millions de deniers. Ses créanciers le retenaient littéralement prisonnier, l'empêchant de partir pour l'Espagne. C'est alors que Crassus, l'homme le plus riche de Rome, entra en scène et régla une partie de la dette. César s'en sortit. Traversant un pauvre village alpin, il prononça une phrase qui deviendrait sa devise pour des siècles. « Mieux vaut être premier ici que second à Rome ». Il partit endetté, mais un plan avait déjà germé dans son esprit. Faire payer ses dettes au monde entier. La partie prenait une nouvelle tournure. Tandis que César rêvait de domination dans les Alpes, Rome étouffait sous le poids de l'or et de l'ambition. Pompée le Grand revint d'Orient, et ce ne fut pas seulement un triomphe, mais 2 jours de vaine parade qui donna le vertige. Imaginez, des caravanes de trésors à n'en plus finir, 22 rois vaincus enchaînés, et Pompée lui-même vêtu de la tunique d'Alexandre le Grand.
Il semblait tenir le monde à ses pieds. Mais à peine descendu de son char, il se heurta de plein fouet au mur aveugle du Sénat. La vieille garde, menée par l'obstiné Caton, n'avait aucune intention d'accorder au héros tout ce qu'il demandait. Pompée réclamait des terres pour les vétérans et la reconnaissance de ses décrets, mais il n'obtint que des débats interminables et des refus humiliants. Le héros de guerre se retrouva dans une impasse politique, et c'est précisément à ce moment, alors que les élites étaient embourbées dans les intrigues, que Jules César fit irruption dans la ville. Il revint d'Espagne non seulement avec de l'argent, mais aussi avec une énergie débordante. Il se trouvait face à un choix, un triomphe fastueux ou le pouvoir du consul. Juridiquement, il ne pouvait avoir les deux. Et savez-vous ce que fit César? Il rejeta tout simplement l'idée d'un défilé. Il n'avait pas besoin des applaudissements de la foule, il lui fallait l'aval du consul. Mais César comprit que le Sénat ne pouvait être vaincu seul. Il réalisa donc le coup du siècle. Il réunit deux ennemis jurés, Crassus, l'homme le plus riche de Rome, et Pompée, son général le plus renommé. Ainsi naquit le premier triumvirat. L'histoire le surnommera « le monstre à trois têtes ». Il s'agissait d'une alliance secrète où la fortune de Crassus et la gloire de Pompée alimentaient la machine politique de César. En 59 p.a.v.c., Rome comprit que les anciennes règles n'étaient plus en vigueur. César devint consul et passa immédiatement à l'offensive. Son collègue Bibulus tenta de désamorcer la situation, invoquant de mauvais présages et des signes célestes. Mais César trouva cela amusant. Lorsque Bibulus se rendit au forum pour protester contre la loi, les partisans de César lui jetèrent un panier de fumier sur la tête et brisèrent les symboles de son autorité. Effrayé, Bibulus s'enferma chez lui pour le reste de l'année, et les Romains, avec humour, commencèrent à appeler cette période le consulat de Jules et de César. César agissait comme un rouleau compresseur. Il distribua des terres aux vétérans de Pompée, annula les dettes des amis de Crassus et contraignit le Sénat à prêter allégeance à ses lois. Chacune de ces décisions portait un coup dur à la vieille République. Pour sceller une alliance de fait, il maria sa fille unique, Julie, à Pompée. Ce mariage de convenance allait bouleverser le cours du monde. César n'était plus seulement un débiteur fuyant ses créanciers. Il était devenu l'homme qui dictait les conditions de l'empire le plus puissant du monde. Mais derrière ce triomphe planait l'ombre d'une grande catastrophe. Le triumvirat était une alliance de prédateurs, et la seule question était de savoir lequel d'entre eux serait le premier à trahir son allié. Le jeu avait véritablement pris une nouvelle dimension, et c'est désormais toute Rome qui était en jeu. Rome retint son souffle. Tandis que Julia s'acclimatait à son rôle d'épouse de Pompée, son père, Jules César, transformait avec brio le pouvoir suprême en une affaire de famille. Il ne se contenta pas de remporter l'élection. Il plaça ses hommes à tous les postes clés. Caton, le plus éminent moraliste de Rome, était fou de rage, criant à la tribune du forum que César accédait au pouvoir par la démagogie et distribuait les provinces en échange de faveurs sexuelles. Mais César n'en avait cure. Son but n'était pas la gloire dans ses mémoires, mais le pouvoir véritable. Le Sénat tenta de l'humilier en lui offrant un poste ridicule après son consulat, la gestion des forêts et des sentiers d'Italie. Imaginez, un homme rêvant des lauriers d'Alexandre le Grand devrait compter les pins. César répliqua par sa manœuvre habituelle. Par l'intermédiaire du fidèle tribun Vatinius, il fit voter une loi lui accordant le contrôle de la Gaule pour 5 ans et le droit de lever lui-même des légions. Le Sénat ne put que faire bonne figure. Caton lança alors cette remarque prophétique « Vous êtes en train d'enfermer le tyran dans sa forteresse ». Mais César n'était pas seulement un maître de l'intrigue, c'était aussi un brillant juriste. Il promulgua la loi sur l'extorsion, un code de 101 articles qui allait devenir un cauchemar pour les fonctionnaires corrompus pendant 5 siècles. Ce fut un coup de maître. Tandis que ses ennemis se vautraient
Dans le luxe aux dépens des provinces, César projetait l'image d'un souverain juste. Cependant, à Rome même, le pouvoir des triumvirs commença à se dérober sous leurs pieds. Le peuple, qui les avait auparavant admirés pour leur audace, les considérait désormais comme un monstre à 3 têtes. Au jeu, César fut accueilli par un silence glacial, tandis que ses ennemis étaient applaudis. Pour reprendre le contrôle, César opta pour une manœuvre déloyale, l'affaire Vétius. Il s'agissait d'une tentative d'assassinat contre Pompée afin d'en faire porter le chapeau à l'ensemble du Sénat. Mais le plan échoua lamentablement. L'auteur présumé, confus dans son témoignage, proféra des inepties et fut finalement jeté en prison pour l'empêcher de révéler la vérité. La réputation de César subit son premier sérieux revers. C'est alors qu'entre en scène Claudius, cet homme que César lui-même avait fait passer de l'aristocratie au rang de plébéien afin qu'il devienne tribun du peuple. Claudius n'était pas une simple marionnette, il était le chaos incarné. Il distribuait du pain gratuitement, légalisait les bandes de rue et lançait un ultimatum à Cicéron en personne. Le grand orateur qui avait sauvé Rome de Catilina implora alors, en larmes, sa protection, mais Pompée lui claqua la porte au nez. Cicéron s'enfuit, sa maison fut incendiée, et, sur les ruines, Claudius érigea le temple de la liberté. À la fin de l'année 59 avant C, le sort en était jeté. Caton avait été exilé à Chypre, Cicéron avait été banni, et les rues de Rome étaient aux mains des bandes de Claudius. César avait atteint son but, il avait conquis une armée et une province. Mais en partant pour la Gaule, il laissait derrière lui une Rome qui n'était plus une république. C'était une ville où la force avait remplacé la loi et l'amitié, le froid calcul. Le jeu avait véritablement franchi un nouveau cap, et désormais, la menace d'une dague planait sur chaque allié. La Gaule était à portée de main, mais l'ombre de la guerre civile planait déjà sur la ville éternelle. Rome resta en arrière, plongée dans le chaos des bandes de Claudius, mais ne croyez pas que César ait simplement fui. Il joua la carte de telle sorte que son absence devint plus significative que la présence de quiconque. Claudius était son bélier politique, dangereux, imprévisible, mais incroyablement populaire auprès du peuple. César comprit qu'un conflit ouvert avec ce chouchou des rues le priverait de son soutien populaire. Il opta donc pour une neutralité armée. C'était un pacte avec le diable. Claudius s'emparerait des rues et César aurait le temps de bâtir quelque chose de plus puissant que le simple soutien de la foule. Il comprit ce que les autres ne voyaient pas. Dans cette nouvelle réalité, le vainqueur n'est pas celui qui bénéficie du soutien des masses désorganisées, mais celui qui dispose de l'appui d'une armée disciplinée. La Gaule était plus qu'une simple province pour lui, c'était le creuset de son futur pouvoir. Mais comment savons-nous ce qui s'est passé? C'est là que les choses deviennent intéressantes. La principale source de notre récit est le commentaire sur la guerre des Gaules, écrit par César lui-même. Imaginez, un général, entre 2 batailles, dictant la chronique de ses victoires. Mais peut-on faire confiance à un homme qui écrit sa propre biographie? C'était un coup de pub parfait. César écrivait avec simplicité, clarté et une force de persuasion redoutable. Même le grand Cicéron reconnaissait son style impeccable. Mais des contemporains comme Asinius Pollio remarquaient avec causticité que César oubliait souvent les mérites des autres et déformait accidentellement les faits à son avantage. Ce ne sont pas de simples mémoires, c'est un manifeste politique, conçu pour prouver à Rome que chaque action de César était nécessaire et chaque victoire inévitable. Mais la Gaule dans laquelle il pénétra n'était pas une terre de barbares immondes. Oubliez les stéréotypes. C'était un vaste monde de 20 millions d'habitants, presque aussi peuplé que l'Italie. La Gaule était riche, son agriculture était développée, ses orfèvres habiles produisaient des épées et des bijoux qui faisaient l'envie des Romains, et des routes commerciales la reliaient à Carthage et à Rome. Les Gaulois vivaient dans des cités fortifiées,
mais leur principal point faible était leur fragmentation. Des centaines de tribus, des querelles incessantes, une mentalité de guerre de tout contre tous, le terreau idéal pour un prédateur venu de Rome. Le premier acte de ce drame commença en 158. La tribu des Helvètes, forte de 300 000 hommes, décida d'incendier ses foyers et de partir en quête d'une vie meilleure. Imaginez le spectacle, une immense horde, femmes, enfants et guerriers, avançant vers les frontières de Rome. César y vit une occasion. Il ne se contenta pas de leur barrer la route, il orchestra un coup de maître diplomatique. Il temporisa, fit construire un rempart gigantesque de 30 km et rassembla ses légions. Et lorsque les Helvètes se retrouvèrent piégés, il frappa. Le massacre sanglant de Larare démontra que ce proconsul n'était pas un adversaire à prendre à la légère. Mais voici de quoi méditer. Après la victoire, les chefs des tribus gauloises vinrent trouver César. Ils se prosternèrent, pleurèrent, et le supplièrent de les protéger du chef germanique Arioviste. Du moins, c'est ce qu'écrivit César lui-même. Mais ces lamentations des Gaulois n'étaient-elles pas une brillante supercherie? César n'aurait-il pas murmuré ses supplications à leur intention, cherchant un prétexte légitime pour une nouvelle guerre? Nous entrons dans la zone où l'histoire se transforme en thriller. César ne se contente plus de défendre des frontières. Il commence à conquérir un pays entier, et l'ombre de sa grandeur imminente commence déjà à effrayer même ses alliés. La partie est lancée, et la prochaine cible, les Germains. Croyez-moi, ce sera une bataille non seulement d'épée, mais aussi de volonté. Suétone, chroniqueur renommé de l'époque, fut d'une franchise brutale. César ne se contentait pas de combattre en Gaule, il cherchait activement des prétextes pour de nouveaux conflits. Peu lui importait que la guerre soit juste ou dangereuse, il fut le premier à attaquer aussi bien des ennemis féroces que des alliés fidèles. Et son affrontement avec le chef germanique Arioviste n'était pas qu'une simple question de défense des frontières, c'était un piège diplomatique parfaitement orchestré. César lança un ultimatum à Arioviste qu'il ne pouvait manifestement accepter. Pourquoi? Pour transformer l'ami de la veille du peuple romain en un ennemi redoutable. Le refus du chef devint l'atout majeur de Caius Julius. La guerre n'apparaissait plus comme une agression, mais comme le rétablissement de la justice. Mais alors, un événement imprévu se produisit. La panique s'empara de ses propres troupes. Les rumeurs concernant les Allemands se répandirent comme une traînée de poudre. On disait aux soldats qu'ils n'étaient pas des hommes, mais des géants dotés d'une force incroyable et de nerfs d'acier. De jeunes officiers, venus à la guerre pour faire avancer leur carrière, rédigèrent leur testament sous le coup de la terreur. L'armée était au bord de la mutinerie. C'est alors que César, maître de la manipulation, fit usage de ses talents. Il convoqua un conseil et prononça une phrase qui allait entrer dans l'histoire. « Si personne d'autre ne part, je marcherai avec la seule Xe Légion. J'ai confiance en elle. » Ce fut un coup dur pour le moral des troupes. La Xe Légion, l'orgueil blessé, exulta de joie, tandis que les autres, honteuses, étaient prêtes à se jeter pieds nus au combat. La bataille fut monstrueuse. Les femmes germaniques, qui étaient prophétesses, interdirent à Arioviste de combattre avant la nouvelle lune, mais César n'avait aucune intention d'attendre la bénédiction des astres. Il frappa le premier. Ce fut un massacre, décidé par le jeune Publius Crassus, qui lança ses réserves au cœur des combats au dernier moment. Arioviste prit la fuite, abandonnant ses femmes et ses filles, et son armée fut anéantie. Mais César ne se battait pas seulement avec l'épée. Chaque hiver, il se retirait près de Rome, non pour se reposer, mais pour devenir son quartier général politique. L'or gaulois coulait à flot, il corrompait les tribuns, réglait les dettes des politiciens et recrutait des partisans. Tandis que Pompée se reposait sur ses lauriers à Rome, César s'assurait littéralement un avenir politique. Mais la Gaule n'avait aucune intention de se rendre. Les Belges,
une tribu farouche, qui considérait les Romains comme faibles, se soulevèrent au nord. César faillit mourir à la bataille du Sabis. Les Nerviens attaquèrent si rapidement que les légionnaires n'eurent même pas le temps de coiffer leurs casques. Ce fut le chaos. Des commandants périrent, les rangs vacillèrent. Alors César lui-même arracha un bouclier à un soldat et se précipita en première ligne, criant les noms des centurions. Son exemple personnel sauva la situation. Les Nerviens tinrent bon et transformèrent le champ de bataille en un amas de cadavres. Sur 60 000 guerriers, à peine 500 survécurent. Et voici le vrai visage de César. Il s'était forgé une image de clémence, pardonnant à ceux qui se rendaient. Mais lorsque la tribu des Aduatuci tenta de le tromper après sa reddition, le masque tomba. César vendit 53 000 personnes comme esclaves en une seule journée. Une ville entière fut vendue aux enchères. En 3 ans, César s'était métamorphosé d'un débiteur rusé en un grand commandant, soutenu par des légions fidèles et des montagnes d'or. La Gaule était officiellement pacifiée, mais ce n'était que le calme avant la tempête. La partie ne faisait que commencer, et désormais, César lui-même fixait les règles. La Gaule n'était pacifiée que sur le papier. En réalité, César marchait sur un terrain glissant, et chaque décision qu'il prenait pouvait être la dernière. Savez-vous ce qu'il a écrit à propos de ses ennemis? Les Gaulois se jettent dans la guerre avec une détermination farouche, mais ils s'effondrent et sombrent dans l'apathie après la première défaite sérieuse. Ironie du sort, dans cette liste de qualités, la force d'âme et l'endurance de fer, César lui-même était sans égal. Il ne se contentait pas de combattre, il modelait la réalité à son avantage. Tandis que les légions pansaient leurs plaies, un événement historique majeur se déroulait dans la paisible ville de Luc au printemps 1856. Imaginez la scène, une réunion secrète des 3 grands. César, Pompée et Crassus décidaient qui hériterait de la paix. Il ne s'agissait pas d'une visite officielle, mais d'un véritable thriller politique. 200 sénateurs et des centaines de licteurs s'étaient réunis en secret dans la ville. L'atmosphère était chargée d'intrigues. César, fin manipulateur, parvint une fois de plus à rallier ses alliés à sa cause et à s'assurer 5 années supplémentaires de pouvoir absolu en Gaule. En échange, il promit aux soldats des permissions afin qu'ils puissent voter pour les candidats qu'il souhaitait aux élections à Rome. L'armée devint son principal instrument politique. Mais en 155 après JC, une nouvelle menace se profila. Une immense vague de tribus germaniques, les Hussipètes et les Tenctères, déferla sur le Rhin. Des centaines de milliers de personnes cherchèrent refuge, fuyant les féroces Suèves. César comprit que s'il les laissait rester, la Gaule s'embraserait à nouveau. Et là, le masque de la clémence se brisa. Lorsque les chefs germaniques lui présentèrent une proposition de paix, César commit ce qui serait aujourd'hui qualifié de crime de guerre. Il fit arrêter les ambassadeurs pendant les négociations et abandonna ses légionnaires au camp sans défense. Femmes, enfants, vieillards, la cavalerie romaine les piétina tous dans la boue. César annonça calmement 430 000 morts. Ce fut la consternation à Rome. Au Sénat, Caton exigea furieusement que César soit livré aux barbares pour avoir rompu son serment. Mais qui se soucie de la morale quand on a des légions fidèles à ses côtés? Pour intimider définitivement les Germains, César accomplit l'impossible. En 10 jours, ses ingénieurs construisirent un pont gigantesque sur le Rhin, fleuve considéré comme un obstacle infranchissable. C'était un véritable coup de maître, une démonstration du génie technique romain. Il traversa le fleuve, incendia plusieurs villages, puis revint en détruisant le pont derrière lui. Il montra ainsi qu'aucune limite ne lui était imposée, mais son regard était déjà fixé sur l'horizon où la Bretagne se profilait dans la brume. À l'époque, c'était comme une mission sur Mars, le bout du monde, un lieu où l'on murmurait des promesses d'or et de féroces guerriers en chars.
La première expédition faillit tourner au désastre. Une tempête détruisit les navires, la cavalerie ne parvint pas à débarquer, et les Bretons rencontrèrent les Romains dans l'eau, leur lançant des javelots depuis le rivage. César s'en sortit de justesse, mais pour Rome, ce fut une victoire. Il devint le premier Romain à conquérir l'océan lui-même. Cependant, la Gaule restait en proie aux tensions. Avant la seconde expédition sur l'île, un conflit éclata avec le chef Édouan Dumnorix. Ce dernier refusa d'être une marionnette. Il s'enfuit du camp en criant « Je suis un homme libre d'un État libre !» La riposte de César fut rapide et brutale. Les cavaliers le rattrapèrent et lui tranchèrent la gorge. La Bretagne attendait devant, mais derrière le commandant, un brasier faisait déjà rage, prêt à embraser toute la Gaule. La lutte pour la survie n'entrait que dans sa phase la plus sanglante. Tandis que la Gaule s'embrasait, la campagne de César en Bretagne se transformait en un cauchemar sans fin. Il se trouvait face à Cassivellaunus, un chef qui n'avait aucune intention de se plier aux règles de Rome. Ce fut une guérilla exténuante, dans le brouillard, les forêts et une boue omniprésente. César traversa la Tamise et prit d'assaut les fortifications. Mais à quoi bon? Il n'y avait ni or, ni butin, et la flotte était malmenée par les tempêtes. Il proclama hâtivement la victoire, prit des otages et se précipita vers le continent. César sentait le sol trembler sous ses pieds. Pendant ce temps, Rome était plongée dans un chaos total. La capitale était devenue un champ de bataille. Les bandes rivales de Clodius et de Milon s'entretuaient sur la voie appienne. À la mort de Clodius, une foule enragée incendia le Sénat et utilisa les sièges des juges comme bois pour le bûcher funéraire. La République sombrait dans l'anarchie et, dans ce chaos, Pompée commença à ambitionner le pouvoir. Mais le véritable choc vint de l'Est. Marcus Crassus, le troisième membre de leur alliance secrète, se prit pour le nouvel Alexandre le Grand. Le résultat fut catastrophique. Ces légions furent anéanties dans les sables brûlants de la Parthie, et Crassus lui-même, selon la légende, eut de l'or en fusion versé dans la gorge. Sa tête tranchée servit d'accessoire de théâtre lors d'un banquet donné par un roi d'Orient. La triple alliance était brisée. Il ne restait plus que deux puissances, César et Pompée. Et le dernier lien vivant qui les unissait, Julia, la fille de César, avait disparu. Pompée, veuf, s'était finalement replié dans le camp des ennemis de César. Le piège était tendu, mais la Gaule frappa la première. L'hiver 1954 fut un véritable carnage pour les légions. Ambiorix, le chef des Éburons, se révéla un maître de la tromperie. Il persuada les commandants romains Sabinus et Cotta que la Gaule s'était révoltée et qu'il fallait fuir immédiatement. Il les attira hors de leurs fortifications et organisa un massacre dans une gorge étroite. 15 cohortes, 5000 soldats d'élite furent anéantis en quelques heures. Ce fut la défaite la plus humiliante de la carrière de César. Portés par leur succès, les Gaulois encerclèrent le camp de Quintus Cicéron. Les murs étaient en flammes, les hommes s'effondraient d'épuisement et les lettres de secours étaient interceptées. C'est dans ce brasier infernal que se déroula l'épisode légendaire des centurions Publio et Vorenus. D'une rivalité si féroce, ils s'affrontèrent en duel pour déterminer qui tuerait le plus d'ennemis durant l'assaut. Ils se jetèrent au cœur des lignes gauloises, se sauvèrent mutuellement d'une mort certaine et revinrent aux remparts auréolés de gloire. César accomplit l'impossible. Avec une armée réduite, il perça le blocus et sauva les survivants de la Légion. Les Gaulois battirent en retraite, apercevant la fumée des feux de signalisation romains. Mais il était trop tôt pour crier victoire. Il ne s'agissait pas d'un simple accès de colère. C'était le début d'une guerre totale. La grande rébellion prenait à peine de l'ampleur, et dans l'ombre se cachait celui dont César se souviendrait à jamais du nom. La Gaule ne voulait plus être une province, elle voulait du sang. César l'avait compris. La Gaule était en train de devenir une poudrière. Lors du congrès des chefs, il tenta de jouer la carotte et le bâton, intimidant les uns par la puissance de ses légions, corrompant les autres par des promesses. Mais les masques étaient tombés.
Même les tribus les plus fidèles commencèrent à aiguiser leurs épées. Le chef des Trévires, Induciomarus, proclama la mobilisation générale. Selon la coutume gauloise, le dernier arrivé à une telle assemblée était soumis à une exécution douloureuse sous les yeux de tous. La Gaule était prête à exploser. Mais César avait un atout de taille, son bras droit, le brillant stratège Labienus. Tandis que les Gaulois défiaient fièrement les remparts du camp romain, Labienus attendait son heure. Il avait tendu un piège. Au moment opportun, les portes s'ouvrirent et la cavalerie romaine fondit sur l'ennemi comme une avalanche. L'ordre fut bref. Prenez la tête du chef. Et Labienus reçut son trophée. La tête d'Induciomarus fut ramenée au camp. La rébellion semblait anéantie, mais César ne se faisait aucune illusion. Il savait que ce n'était que le calme avant la tempête. César prit une mesure sans précédent. Il demanda des renforts à son rival Pompée et porta son armée à 10 légions. C'était une force colossale. César cessa même de se raser et de se couper les cheveux. Il jura de ne plus toucher à sa barbe tant qu'il n'aurait pas vengé la mort de ses soldats. Ce n'était plus seulement une guerre, mais une vengeance personnelle. Pendant que César menait des expéditions punitives et reconstruisait un pont sur le Rhin pour intimider les Germains, l'anarchie éclata à Rome même. Les Gaulois, apprenant le chaos qui régnait dans la capitale impériale, décidèrent « César est pris au piège en Italie, c'est notre chance ». L'étincelle jaillit à Cénabès, où des rebelles massacrèrent tous les citoyens romains. Mais la Gaule avait besoin d'un chef, et l'un d'eux apparut, Vercingétorix. Jeune, noble et incroyablement charismatique, il ne se contenta pas de lever une armée. Il forgea l'unité nationale. Sa tactique était impitoyable, la politique de la terre brûlée. Brûlez vos villes, détruisez vos approvisionnements, que les Romains mangent la poussière, tel était son ordre. Les Gaulois pleurèrent, mais ils incendièrent leur propre maison pour éviter qu'elles ne tombent aux mains de l'ennemi. Une seule ville subsistait, Avaricum, la perle de la Gaule. Ses habitants implorèrent de sa clémence à genoux, et Vercingétorix commit sa seule et unique erreur, fatale. Il leur permit de défendre la ville. Le siège d'Avaricum fut un véritable enfer. Les légionnaires romains, affamés et peinant dans la boue jusqu'aux genoux sous une pluie de flèches, étaient animés d'une fureur inextinguible. Lorsque les murailles s'écroulèrent enfin, un massacre inoubliable commença. Dépouillés de tout, les soldats n'épargnèrent ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants. Sur les 40 000 habitants de la ville, seuls 500 survécurent. Mais César se trompa dans ses calculs. Le sang d'Avaricus n'effraya pas les Gaulois, il les unit. Même les plus fidèles alliés de Rome, les Éduans, commencèrent à douter. Les Gaulois comprirent, soit ils anéantiraient ce Romain imberbe, soit il exterminerait leur peuple. La grande partie avait atteint son terme, et Alésia se profilait à l'horizon, la bataille qui déciderait du sort du monde. Le sang d'Avaricus n'effraya pas les Gaulois, il les unit. César comprit que la donne avait changé. Pour mater la rébellion, il prit un risque et divisa son armée. Tandis que son légat, Labienus, pacifiait le nord, César lui-même, à la tête de 6 légions, s'avança au cœur du territoire ennemi, Gergovie. Mais Vercingétorix jouait son propre jeu. Il incendia les ponts et longea l'autre rive du fleuve, littéralement à la vue des Romains, les empêchant de traverser. Imaginez la tension. 2 armées séparées par un torrent, chacune guettant la moindre erreur de l'autre. César traversa furtivement le fleuve à la faveur de la nuit et atteignit Gergovie. Mais là, la déception fut grande. La ville était perchée sur une falaise imprenable et ses pentes étaient jonchées de boucliers gaulois. Et alors, ce que César redoutait le plus se produisit, une trahison. Les Éduans, ses fidèles alliés, font défection et passent à l'ennemi. Un jeune noble Éduin, Litavicus, répand un mensonge monstrueux parmi ses troupes. Les Romains auraient massacré toute leur cavalerie sans procès.
Aveuglés par la colère, les Gaulois s'agitent. César se démène pour tenter d'arrêter la trahison, allant jusqu'à chevaucher lui-même vers les troupes éduennes pour leur montrer que leurs commandants sont vivants. Mais le mal est fait. À Gergovie, César subit sa première grande défaite. L'assaut échoue, 700 légionnaires sont tués, dont 46 centurions d'élite. Les Romains battent en retraite. À cet instant, la victoire gauloise semble acquise. La situation devient critique. Les Alliés incendient les entrepôts romains, massacrent les marchands et noient les récoltes dans les fleuves. Même les anciens alliés de Rome menacent désormais César. Ses conseillers lui suggèrent de fuir en province pour sauver au moins ce qui peut l'être. Mais César le sait, la fuite est fatale. Il prend le risque de tout miser. S'alliant à Labienus, il repousse Vercingétorix jusqu'à Alésia. Alésia devint un lieu où le temps sembla s'arrêter. César ordonna la construction de l'impossible. Un anneau de fortification de 17 km de long pour encercler les Gaulois. Mais lorsqu'il apprit qu'1 quart de million de guerriers enragés venus de toute la Gaule marchaient sur les assiégés, il fit construire un second mur, un mur extérieur. Les Romains se retrouvèrent pris au piège dans un gigantesque donut, coincé entre deux armées. L'enfer se déchaîna à Alésia même. La famine atteignit un tel paroxysme que les Gaulois chassèrent femmes et enfants de la ville pour les empêcher de manger le pain en surplus. Les malheureux se tenaient entre les deux murs, implorant les Romains de les réduire en esclavage pour un morceau de nourriture. Mais César restait inflexible. C'était une guerre psychologique pour la survie. Le dénouement survint lorsque l'armada gauloise frappa de l'extérieur et Vercingétorix de l'intérieur. Au moment critique, alors que les rangs romains commençaient à flancher, un homme vêtu d'un manteau pourpre apparut sur le champ de bataille. C'était César. On le reconnut de loin, et les légionnaires, voyant leur commandant au cœur de la mêlée, se battirent avec une fureur déchaînée. La cavalerie romaine encercla les Gaulois à l'arrière, et ces derniers vacillèrent. Ce fut un massacre. Le lendemain, Vercingétorix, revêtu de sa plus belle armure, jeta silencieusement son épée aux pieds de César. Le grand chef allait passer 6 ans enchaîné avant d'être exécuté à Rome. Pour sceller son sort, César eut recours à une cruauté extrême. Dans la forteresse d'Uxellodunum, il ordonna l'amputation de toutes les mains ayant tenu des armes. Des milliers d'estropiés jonchèrent les forêts, témoins vivants du sort réservé à ceux qui défiaient Rome. En 50 Avet. J.C., la Gaule était silencieuse. La guerre était finie, mais pour César, elle ne faisait que commencer. Le Rubicon était à portée de main. La Gaule se tut, mais cette paix fut acquise à un prix sans précédent. César ne se contenta pas de conquérir le pays. Il le transforma en un gigantesque bras armé de Rome. Jugez plutôt de ces chiffres cités par Plutarque. 800 villes prises d'assaut, 300 tribus soumises et 1 million de personnes torturées ou tuées au combat. 1 million d'autres furent réduites en esclavage. L'or afflua tellement dans la capitale qu'il perdit 1 quart de sa valeur et se vendit littéralement pour des livres. César, qui avait débuté sa carrière endetté, devint alors fabuleusement riche, fournissant de l'or non seulement à lui-même, mais aussi à chacun de ses officiers. Mais la Gaule n'était que le fondement de son futur pouvoir. César se comporta comme un gestionnaire hors pair. Au lieu de rompre les traditions locales, il les acquit. Il conserva les chefs et témoigna même du respect aux prêtres druides, tout en plaçant ses hommes de paille aux postes clés. Son système se révéla si efficace que lorsque la guerre civile éclata à Rome même, la Gaule, récemment pacifiée, resta fidèle à César, tandis que les provinces plus anciennes commencèrent à se rebeller. Le secret de sa réussite résidait dans ses légions. Elle n'était pas une simple armée, mais une garde personnelle, fanatiquement dévouée à son chef. César connaissait chaque centurion de vue, les appelait « camarades » et partageait toutes leurs épreuves, marchant tête nue en tête de la colonne sous la chaleur et la pluie.
il forgea le mythe de sa clémence, la fameuse clémence, sa clémence envers les vaincus. Mais derrière ce masque se cachait un calcul froid. Il savait qu'à Rome, ce qui l'attendait n'était pas un arc de triomphe, mais un quai. Tandis que César réprimait les derniers foyers de rébellion, à Rome, son ancien allié Pompée se muait en ennemi mortel. L'élite du Sénat, menée par l'implacable Caton, préparait un piège. Le plan était simple, attendre la fin du mandat de César, le priver de son immunité et le traîner devant les tribunaux. Pompée, désormais maître incontesté de la ville, commença à jouer un double jeu, promulguant des lois qui acculeraient César. La haine était si intense que le consul Marcellus eut recours à la provocation ouverte. Il ordonna la flagellation publique d'un habitant de la colonie à laquelle César avait accordé la citoyenneté romaine. « Va montrer tes cicatrices à César », lança-t-il avec mépris. Ce n'était pas seulement un acte de cruauté, c'était un défi, une gifle à un homme soutenu par 10 légions aguerries. César tenta de négocier, achetant les votes des sénateurs et proposant des compromis. Il comprenait que devenir second à Rome signifiait devenir dernier. Mais Pompée ne voulait plus de paix. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il ferait si César refusait de démissionner et marchait sur Rome, Pompée répondit avec assurance « Et si mon fils décidait de me frapper avec un bâton ?» Le vieux lion avait sous-estimé le jeune prédateur. César n'était plus un simple général, mais un grand maître politique, à qui il ne restait plus qu'un seul coup à jouer. Rome était plongée dans l'anarchie, les procès se tenaient sous escorte militaire et les partisans de César étaient persécutés. Les masques étaient tombés. César retournerait à Rome comme simple citoyen et y périrait, ou bien il y retournerait à la tête de son armée. Le sort n'était pas encore jeté, mais César avait déjà la main tendue vers le Rubicon. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Lorsque le Sénat claqua les portes au nez de César, il posa simplement la main sur la garde de son épée. « C'est lui qui prolongera mon mandat », lança-t-il. Et ce n'était pas de vaines fanfaronnades. C'était un signal. Le temps de la diplomatie était révolu. Celui de l'acier avait commencé. Les adversaires de César célébrèrent leur victoire, sans se rendre compte qu'ils acculaient le loup à un piège dont il ne lui restait qu'une seule issue, le coup fatal. Rome sombrait dans le chaos. Les ennemis les plus acharnés de Jules César étaient devenus consuls et Curios tribuns. Cet homme était une légende, orateur brillant, aventurier et croulant sous les dettes, si colossales que même un roi n'aurait pu les rembourser. César fit ce qu'il savait faire de mieux, il l'acheta. Le prix? La somme astronomique de 2,5 millions de deniers. Curio devint son arme secrète, un cheval de Troie au cœur même du Sénat. Il joua avec brio le rôle d'arbitre indépendant, tandis que César, en coulisses, s'assurait la loyauté des autres hommes politiques. Pendant ce temps, Pompée, le vieux lion de la République, commit une erreur fatale. Il se surestima. Après une grave maladie, toute l'Italie célébra son honneur en grande pompe. Flambeaux, montagnes de fleurs et louanges, à n'en plus finir, lui montèrent à la tête. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il ferait si César marchait sur Rome, Pompée se contenta de sourire avec arrogance. « Il me suffit de taper du pied pour que des légions surgissent de terre. » Il ignorait encore que le sol sous ses pieds s'était depuis longtemps transformé en sable mouvant. Le Sénat eut recours à une manœuvre lâche. Sous prétexte de guerre contre les Parthes, 2 légions furent retirées à César. Caius Julius, connaissant la supercherie, s'exécuta, récompensant généreusement chaque soldat avant son départ. Mais les légions ne partirent pas pour l'Est. Elles restèrent en Italie, prêtes à trahir César. Pompée fut informé que les soldats de César haïssaient leur commandant et feraient défection à la première occasion. Ce fut une désinformation colossale à laquelle Pompée s'accrocha désespérément. Janvier 1949 avait Press, J.C. Le point de non-retour. La lettre de César est lue au Sénat. Il propose la paix. Les 2 généraux démobilisent simultanément leurs troupes. Juste? Oui.
Mais le Sénat ne réclame pas la justice. Il veut la tête de César. Il est déclaré ennemi de la patrie. Les tribuns Marc-Antoine et Curion tentent d'y opposer leur veto, mais sont accueillis par des épées. C'était le dénouement. En pleine nuit, déguisés en esclaves, les grands hommes politiques romains s'enfuirent de la ville dans une diligence. Ils se précipitèrent vers Ravenne, auprès de César. Voyant ses fidèles dans un tel état d'humiliation, Gaius Julius sut que le sort en était jeté. Devant lui se dressait la 13e Légion, 5000 hommes contre toute la puissance de la République. César vint à leur rencontre. Il ne parla pas de pouvoir, mais d'honneur bafoué et de droit du peuple violé. Les soldats ne lui répondirent pas par des mots, mais par le choc de leurs boucliers. Devant eux s'étendait l'étroit Rubicon. Au-delà, la trahison, la guerre civile et la gloire éternelle. César contempla l'eau, puis ses hommes, et fit un pas qui allait changer le cours de l'histoire à jamais. Il n'y avait plus de retour en arrière. Mais voilà le hic. Si vous ouvrez les mémoires de César, vous n'y trouverez pas un seul mot sur le franchissement du Rubicon. Pourquoi le plus grand général de tous les temps a-t-il effacé ce moment épique de sa biographie? Peut-être voulait-il donner l'illusion que l'armée elle-même l'avait poussé à franchir ce pas. Mais l'histoire nous a laissé des détails bien plus croustillants. Imaginez, César ne commande pas d'interminables colonnes de troupes. Il ne dispose que de 5000 fantassins et de 300 cavaliers. Face à lui se dresse toute la puissance de Rome. Mais César ne mise pas sur le nombre, mais sur la vitesse et la surprise. Tandis que son escouade d'élite, poignards dissimulés sous leur manteau, se dirige secrètement vers Ariminum, César, lui, se comporte comme si de rien n'était. Il reste en public toute la journée, plaisantant, observant l'entraînement des gladiateurs et le soir venu, donnant un somptueux dîner. Au beau milieu des festivités, il se lève et s'éclipse, prétextant un léger malaise. Mais au lieu de se coucher, il saute dans une calèche louée et se précipite vers le fleuve. Il parvient même à se perdre dans l'obscurité et ne rejoint ses soldats sur la rive qu'à l'aube. Le Rubicon, un petit fleuve sans prétention. Mais à cet instant précis, il marquait la frontière entre sa province et la trahison. César se figea. Il le savait. Un seul pas, et le monde sombrerait dans le sang. « Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour », dit-il à ses amis. Puis vint cette phrase fatidique, « Le sort en est jeté ». On dit qu'il la prononça en grec, citant une pièce qu'il affectionnait particulièrement. Échec et mat. La guerre civile avait commencé. Et que dire de son principal rival, Pompée? Il y a peu encore, il se vantait. Il me suffit de frapper du pied pour que des légions surgissent de terre. Eh bien, le moment était venu. Pompée frappa du pied, et rien ne se produisit. La panique s'empara de Rome. Quand la nouvelle parvint que César était déjà en route, les sénateurs abandonnèrent tout, maisons, propriétés et même le trésor public. Imaginez le chaos. La ville ressemblait à un navire sans capitaine fonçant droit sur les rochers. Pompée s'enfuit si vite qu'il en oublia même d'accomplir les sacrifices obligatoires. Mais pour César, il ne s'agissait pas seulement d'une campagne militaire. C'était une bataille pour les esprits. À cet instant, un coup dur inattendu le frappa dans le dos. Son meilleur légat, le héros de la guerre des Gaules, Labienus, fit défection et passa à l'ennemi. Ce fut un choc. Tout sembla sur le point de s'effondrer. Mais César ne s'arrêta pas. Il déferla sur l'Italie comme un ouragan. Ville après ville, les villes lui ouvrirent leurs portes. César fit alors son coup de maître. Au lieu d'exécuter ses ennemis, comme tous les dictateurs avant lui, il les laissa partir. Lorsque Domitius Aenobarbus, un vieil ennemi assoiffé de sang, tomba entre ses mains à Corfinium, César lui dit simplement « Suivez votre propre chemin ». C'était une politique de clémence. Tandis que Pompée menaçait de représailles quiconque ne se rangeait pas de son côté, César déclara amis tous ceux qui se tenaient à l'écart. En 60 jours seulement, sans verser une goutte de sang, il devint maître de l'Italie. Pompée s'enfuit outre-mer, terrifié.
Mais ne vous y trompez pas, César n'était pas un saint. Lorsqu'il eut besoin d'or pour la guerre, il se rendit tout simplement au trésor. Quand un tribun tenta de lui barrer le passage, César rétorqua sèchement « Je préfère vous tuer que d'en parler ». Les portes furent enfoncées. Son ascension vers le pouvoir absolu fut financée par l'or de la République. L'Italie était à ses pieds, mais devant lui s'étendait le reste du monde, prêt pour la bataille décisive. L'Italie était à ses pieds, mais une épine venimeuse demeurait dans son dos, l'Espagne. 7 légions aguerries de Pompée s'y tenaient. César comprit, s'il marchait vers l'est maintenant, ses troupes le prendraient à revers et écraseraient Rome. Il n'avait pas le temps de réfléchir. Sur le chemin de l'Espagne, le premier coup dur l'attendait, la trahison. Domitius Aenobarbus, l'homme que César avait récemment épargné et relâché avec grâce à Corfinium, avait pris Massilia. Il avait en quelque sorte craché au visage de son sauveur. La réaction de César fut instantanée. Il encercla le traître et, sans ralentir, traversa les Pyrénées à toute vitesse. À Ilerda, la chance faillit l'abandonner. La nature elle-même se rebella contre César. Les rivières en crue emportèrent les ponts, transformant son camp en une île isolée. César se retrouva piégé, sans provisions, sans communication, encerclé par ses ennemis. À Rome, on débouchait déjà le vin pour célébrer sa mort. Même Cicéron, toujours sceptique, crut César perdu et s'enfuit secrètement auprès de Pompée. Mais ils avaient oublié à qui ils avaient affaire. César ordonna la construction de bateaux légers, fit bâtir un pont à 30 km de l'ennemi et, en quelques jours, retourna les chasseurs contre les chassés. Les Pompéiens capitulèrent sans livrer la moindre bataille. Ce fut une victoire du génie sur la force brute. Mais tandis qu'il pacifiait les provinces, sa propre armée s'embrasa. La 9e Légion, stationnée à Plaisance, se mutina. Les soldats, exaspérés par le bain de sang, réclamèrent l'argent promis. César arriva au camp et fit face seul à la foule enragée. Sans chercher d'excuses, il annonça froidement qu'il imposerait la décimation, l'exécution d'un homme sur 10 par tirage au sort. Les vétérans qui avaient conquis la Gaule tombèrent à genoux, horrifiés, implorant sa clémence. César savait inspirer la crainte, même à ceux qui avaient enduré l'enfer à ses côtés. De retour à Rome pour seulement 11 jours, il accomplit l'impossible. Il devint dictateur, apaisa le chaos économique et légitima son pouvoir en devenant consul. N'étant plus un rebelle, il était le chef d'État légitime. Il était temps de régler le différend avec Pompée. Hiver, janvier, la mer Adriatique grouille de la flotte ennemie commandée par Bibulus. César n'a pas assez de navires pour transporter ne serait-ce que la moitié de son armée. Un commandant normal attendrait le printemps, mais César choisit la folie. Il jette ses légions dans les flots déchaînés sous le nez des patrouilles ennemies. La légende raconte que lorsque son petit navire fut presque englouti par les abysses, il cria au timonier terrifié « Courage! Tu portes César et sa fortune !» La plus grande partie des chèques de l'histoire commença dans les Balkans. César, en infériorité numérique de moitié, prit une décision audacieuse. Encercler l'armée de Pompée d'une muraille gigantesque. Une guerre d'usure acharnée réduisit les soldats à l'état de fantômes. Les hommes de César mangeaient un pain fait de racines broyées au goût de terre. Lorsque Pompée goûta ce pain, il s'écria avec horreur « Je ne me bats pas contre des hommes, mais contre des bêtes sauvages. » Mais même les bêtes sont vulnérables. La trahison de 2 officiers gaulois ouvrit une brèche dans les fortifications. L'encerclement est rompu, César est vaincu et bat en retraite. Pour la première fois depuis des années, le grand vainqueur gaulois se retrouve au bord du désastre. Pourra-t-il survivre face au monde entier ? César est vaincu. Ses soldats fuient, abandonnant leurs bannières dans la panique, et le grand commandant lui-même manque de mourir sous les coups de son propre guerrier. Ce soir-là, contemplant les bûchers des vainqueurs, César prononça une vérité amère. Aujourd'hui, la guerre aurait pu se terminer si seulement l'ennemi avait eu un commandant capable de remporter la victoire.
Pompée commit une erreur fatale. Il laissa la bête s'échapper. Mais comment survivre pris entre la mer et des montagnes hostiles? César décide d'entreprendre une marche désespérée au cœur de la Grèce. Il a besoin d'espace et de vivre. Lorsque la ville de Gonfie refuse d'ouvrir ses portes, espérant la mort rapide de ce défaite, César l'abandonne au pillage. Un assaut éclair et des rivières de sang deviennent la meilleure propagande. Les autres villes de Thessalie se soumettent sans combattre. Pendant ce temps, le camp de Pompée célébrait déjà sa victoire. Nul ne songeait à la stratégie. On se partageait les peaux des ours qui restaient à abattre. Les sénateurs se disputaient la succession des maisons des Césariens à Rome et la nomination du souverain pontife. Pompée, qui voulait gagner du temps et affamer l'ennemi, fut ouvertement traité de lâche et de roi des rois, accusé de prolonger la guerre par soif de pouvoir. Sous la pression de la foule aristocratique, Pompée capitula. Il décida de livrer bataille. 9 août 48 Aveas, JC, champ de Pharsale. Pompée alignait 50 000 hommes contre 22 000 pour César. 7 cavaliers pour 1. La supériorité de la cavalerie était écrasante. Le plan de Pompée était simple: écraser le flanc droit de César avec sa cavalerie et attaquer par l'arrière. César l'avait compris. Il savait que la formation habituelle ne tiendrait pas. Aussi prit-il un risque audacieux. Il créa une 4e ligne secrète de 6 cohortes d'élite, dissimulées derrière l'infanterie. Avant la bataille, il s'adressa à son centurion vétéran, Crastinius. « Quelles sont nos chances ?» demanda César. « Nous vaincrons !» s'écria-t-il. « Aujourd'hui, vous me glorifierez, vivant ou mort. » Sur ces mots, Crastinius fut le premier à se jeter au cœur des lignes ennemies. La bataille éclata. Une avalanche de cavalerie pompéienne s'abattit sur le flanc, mais soudain, derrière les légionnaires, cette même ligne secrète surgit. César donna un ordre étrange: « Ne frappez pas les jambes, frappez les visages. » Il savait que les jeunes nobles de Pompée craignaient par-dessus tout les cicatrices sur leurs beaux visages. La jeunesse dorée de Rome vacilla et s'enfuit terrorisée, piétinant les siens. C'était la fin. Voyant sa cavalerie d'élite dispersée, Pompée sembla perdre la raison. Le grand général se retira simplement dans sa tente, abandonnant son armée. En pénétrant dans le camp ennemi, les soldats de César restèrent figés d'étonnement. Vaisselle d'argent, table chargée de mets délicats, pavillons recouverts de lierre. Les Pompéiens s'étaient préparés à un festin, mais ils découvrirent un véritable carnage. Pompée s'enfuit, troquant son armure contre les vêtements d'un fugitif. César, cependant, faisant preuve d'une clémence sans précédent, gracia tous ceux qui s'étaient rendus et brûla les lettres de l'ennemi sans les lire, afin d'éviter de nouvelles exécutions. Il avait triomphé non seulement par la force, mais aussi par l'esprit. Mais la guerre n'était pas encore terminée. L'Égypte se profilait à l'horizon, où le piège le plus insidieux de sa vie attendait César. Et le prix de cette rencontre allait changer l'histoire à jamais. Imaginez, César venait de vaincre Pompée à Pharsale, mais tandis qu'il poursuivait l'ennemi, une nouvelle trahison se tramait au cœur même de Rome. Pendant que les légions traversaient les Balkans, le préteur Caelius Rufus, estimant que son heure était venue, décida de prendre les choses en main. Cet homme politique opportuniste, qui avait remplacé Pompée par César, changea soudainement d'avis. Rongé par le ressentiment de ne pas avoir obtenu un poste prestigieux, il commit une erreur fatale. Il promit à la foule l'annulation totale des dettes et le logement gratuit. Les rues de Rome se transformèrent en champs de bataille, et le Sénat fut contraint de faire appel à l'armée pour chasser le rebelle de la ville. Caelius connut une fin tragique, tué lors d'une escarmouche fortuite dans le sud, mais ce chaos révéla une chose: le pouvoir de César ne tenait plus qu'à un fil. Entre-temps, Pompée le Grand, vaincu, cherchait un salut. Son plan était désespéré: fuir au Parthe ou en Égypte. L'Égypte, riche pays dont le jeune roi, Ptolémée, devait son trône à Pompée, avait triomphé. Mais à Alexandrie,
ce ne furent pas des alliés qui l'attendaient, mais 3 conseillers rusés, un eunuque, un précepteur et un général. Leur raisonnement était simple, un Pompée mort ne mordrait pas, et César apprécierait cette faveur. La scène était horrible. Pompée monte dans une barque, se tourne vers sa femme et cite Sophocle. Qui entre dans la maison d'un tyran devient son esclave. Un instant plus tard, sous les yeux de sa famille, il est poignardé dans le dos. Le grand général mourut 2 mois avant que César ne pose le pied sur les côtes égyptiennes. À son arrivée à Alexandrie, César reçut un cadeau, la tête tranchée de son ennemi juré. On raconte qu'il se détourna et pleura. Était-ce des larmes sincères ou une mise en scène habile? Nous ne le saurons jamais. Mais c'est à ce moment précis que César commit sa plus étrange erreur. Avec une armée dérisoire de seulement 4000 hommes, il décida de s'attarder pour extorquer aux Égyptiens d'anciennes dettes. Et puis, elle apparaît. Cléopâtre. La reine exilée, qui s'était introduite secrètement au palais, charma César par son intelligence et son courage. Ce fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Furieux, Ptolémée et ses conseillers lancèrent une armée de 20 000 hommes contre César. Le grand dictateur se retrouva encerclé. De violents combats de rue éclatèrent. Pour empêcher l'ennemi de le couper de la mer, César ordonna d'incendier la flotte. Le feu se propagea à la ville et, dans les flammes, la légendaire bibliothèque d'Alexandrie, un trésor de savoir antique, fut réduite en cendres. César dut nager pour sauver sa vie, agrippé à son manteau pourpre avec les dents et serrant ses carnets contre lui tandis que les flèches sifflaient. Tout semblait perdu. Mais il fut sauvé par son fidèle allié Mithridate de Pergame, arrivé avec des renforts. La bataille décisive du delta du Nil scella le sort de l'histoire. L'armée du roi fut mise en déroute et le jeune Ptolémée lui-même se noya dans le fleuve, alourdi par le poids de son armure d'or. L'Égypte était aux pieds de César. Mais un mystère intrigue les historiens depuis 2000 ans. Pourquoi, après sa victoire, César, maître de la guerre éclair, abandonna-t-il tout pour rester en Égypte 9 mois de plus? Il voyageait avec Cléopâtre le long du Nil, festoyant et profitant de la vie, tandis que ses ennemis en Afrique et en Espagne rassemblaient de nouvelles armées. Était-ce le pouvoir démoniaque d'une femme ou un fatal moment d'inattention? César risqua tout par amour, et ce retard faillit lui coûter son empire. De nouvelles batailles l'attendaient, mais l'aventure alexandrine restera à jamais l'épisode le plus étrange et le plus périlleux de sa vie, tandis que César savourait les couchers de soleil sur le Nil dans les bras de Cléopâtre. Son vaste empire était au bord de l'implosion. Imaginez, le plus grand commandant du monde, maître des décisions fulgurantes, bloqué en Égypte pendant 9 mois, tandis que ses ennemis levaient de nouvelles armées et que ses légions fidèles se transformaient en bandes de pillards. Était-ce le pouvoir démoniaque d'une femme ou un moment d'inattention fatale? La réponse ne tarda pas, sous la forme de nouvelles catastrophiques venues des 4 coins du globe. En Asie mineure, Pharnace, fils du légendaire Mithridate, décida que le temps de Rome était révolu. Il entreprit de conquérir des provinces et de massacrer les garnisons romaines. Pendant ce temps, une rébellion éclatait en Espagne et, à Rome même, Marc-Antoine, laissé au pouvoir, sombra dans la folie. Au lieu de gouverner, il organisa des orgies sans fin et choqua les citoyens en se promenant dans un char tiré par des lions vivants. La ville sombra dans le chaos et les combats de rue. Beaucoup, à ce moment-là, perdirent espoir en César, mais Gaius Julius sut transformer le désastre en triomphe personnel. Il abandonna tout et se lança dans une incroyable expédition vers l'Est. La bataille de Zéla devint légendaire. César n'eut besoin que de 5 jours pour anéantir l'armée de Pharnace. C'est alors, dans une lettre à un ami, qu'il écrivit ces mots mêmes que nous répétons 2000 ans plus tard. « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Et c'était un signal pour le monde. Le lion était de retour et il avait toujours faim. Mais chez lui, une épreuve plus terrible encore que les lames ennemies
l'attendait. Ses propres vétérans, l'élite de la légendaire Xe Légion, s'étaient mutinés. Ils avaient marché avec lui à travers la Gaule, avaient arraché la victoire à Pharsale, et maintenant ils réclamaient de l'argent et menaçaient de tuer quiconque se mettrait en travers de leur chemin. César fit ce qu'aucun homme politique dans l'histoire n'aurait osé faire. Il affronta seul la foule armée et enragée, sans garde. Les soldats criaient, exigeant sa démission immédiate. César les regarda calmement droit dans les yeux et prononça un seul mot, « citoyen ». Ce fut un coup terrible. En les qualifiant non pas de camarades et de soldats, mais de simples civils, il les privait instantanément d'honneur, de gloire et du droit à un futur pillage. Les vétérans, sur le point de le réduire en miettes, se figèrent dans un silence de mort, puis tombèrent à genoux, implorant son pardon et la permission de participer à une nouvelle guerre. Et cette guerre ne tarda pas à arriver. César partit pour l'Afrique afin d'anéantir les derniers Pompéiens. Une coalition de 10 légions et 120 éléphants de guerre l'y attendait. Lors du débarquement, un incident embarrassant se produisit. César trébucha et tomba lourdement sur le sable. Pour les Romains superstitieux, c'était le pire présage qui soit, un signe de mort imminente. Mais Gaius Julius renversa aussitôt la situation. Sans se relever, il agrippa le sable de ses mains et s'écria « Afrique, je te tiens entre mes mains ». Mais n'était-ce que de la bravade? Quelques jours plus tard, à Ruspina, il tomba dans un piège mortel. Son ancien meilleur ami et bras droit, Labienus, avait fait défection et encerclé César. Des milliers de cavaliers se ruèrent sur lui coupant l'accès à la mer Salvatrice. César se tenait au centre de la place, sachant qu'il devait accomplir un nouveau miracle ou que sa légende s'achèverait là, dans la poussière du désert africain. À cet instant, Labienus s'avança pour narguer son ancien commandant, ignorant que César lui réservait une ultime manœuvre. Labienus s'attendait à la victoire, mais César, tel un maître du chaos, tourna instantanément ses flancs et brisa littéralement l'encerclement. Ce n'était pas une simple contre-attaque, c'était un acte de désespoir, transformé en coup de maître. Mais avant même que les légionnaires aient pu reprendre leur souffle, l'horizon s'assombrit à nouveau. Marcus Petreius entra en scène avec sa cavalerie numide d'élite. La bataille fit rage jusqu'à la tombée de la nuit. La panique s'empara des nouvelles recrues de César. Imaginez l'horreur d'être pressé par des vétérans ennemis alors qu'on découvre ce désert. À un moment donné, les soldats fléchirent et prirent la fuite. César, sans perdre son sang-froid, se précipita personnellement au cœur des rangs en retraite, saisit un porte-étendard par les épaules, le tourna de force vers les Numides qui avançaient et grogna. « Regarde, imbécile, l'ennemi est là !» Mais voici l'ironie de l'histoire. Les ennemis de César commirent une fois de plus la même erreur fatale que Pompée à Dyrrhachium. Alors qu'ils avaient l'occasion d'achever le lion blessé, Petreius ordonna soudainement de mettre fin à la poursuite. « Ne privons pas notre général Scipion de la victoire !» lança-t-il. Ces mots leur coûtèrent la vie. Tandis que ses adversaires se disputaient la gloire, César, dans une situation critique, agissait. Il envoya des ordres furieux à la Sicile. « Je ne crains ni l'hiver, ni les tempêtes. L'Afrique périt, envoyez des renforts immédiatement. » Et les secours arrivèrent. Lorsque les forces furent égales, César lança un défi audacieux. Il assiégea Thapsus. Scipion fut contraint d'accepter le combat, mais tout tourna mal. Les légionnaires de César, sentant la faiblesse de l'ennemi, attaquèrent sans ordre. On raconte que César fut alors pris d'une crise d'épilepsie et qu'il assista, impuissant, à la destruction du champ de bataille par ses vétérans. 10 000 cadavres pompéiens jonchaient là le sable. Ce fut un désastre, mais le coup le plus dur porté à la réputation de César ne fut pas porté par une épée, mais par un homme. Caton le Jeune, reclus à Utique, comprit que toute résistance était vaine. Il ne voulait pas donner à César l'occasion de faire preuve de sa fameuse clémence. Caton dîna, lut Platon sur l'immortalité de l'âme et,
se planta une épée dans le ventre. Il ne mourut pas sur le coup. Les médecins tentèrent de suturer la plaie, mais Caton, reprenant conscience, arracha littéralement les points de suture à main nue et s'éventra, plutôt que de devoir la vie au tyran. Ce geste horrifia même César. La campagne d'Afrique était terminée. César revint à Rome non seulement en héros, mais en Dieu vivant. 4 jours de triomphe, des montagnes d'or, 2000 couronnes d'or et un banquet somptueux sur 22 000 tables. Mais derrière les paillettes de l'or se cachait une réalité effrayante. Le recensement révélait que la population de Rome avait été réduite de moitié. Les citoyens d'hier considéraient leur chef triomphant avec appréhension. Le Sénat, tremblant de peur, le proclama dictateur pour 10 ans et lui conféra le titre de demi-dieu. César avait atteint le sommet dont il avait toujours rêvé. Il reçut le titre d'empereur qui devint désormais son nom. Mais était-ce une victoire pour la République ou le début de sa fin? César n'avait pris possession de Rome qu'en l'abandonnant et maintenant, devenu maître absolu du monde, il ignorait encore que le piège le plus dangereux l'attendait non pas dans le désert, mais au cœur même de la ville éternelle. César n'était plus un simple général. Le titre d'impérator, jadis conféré pour une unique victoire sur le champ de bataille, était devenu son nom permanent. Et cela changea tout. Il était désormais commandant en chef, non seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Ce fut une révolution silencieuse et légaliste. Tandis que le Sénat tremblait, le proclamant demi-dieu, César comprenait. Le pouvoir absolu représentait bien plus que de simples honneurs. C'était une solution aux problèmes qui étouffaient Rome depuis des décennies. Le premier de ces problèmes était celui des vétérans, des milliers de tueurs professionnels réclamant leur part. Comment les apaiser sans réduire l'Italie en cendres? Le prédécesseur de César, Sylla, s'était contenté de voler les uns pour donner aux autres, semant une haine éternelle. César, en revanche, joua la carte de la subtilité. « Je vous donnerai des terres », promit-il aux soldats, mais pas au prix du pillage de la propriété privée. Il acheta des terres, utilisa les fonds publics et installa les légionnaires avec la même précaution que s'il s'agissait de désamorcer une bombe. Mais le véritable choc attendait la ville de Rome elle-même. Imaginez l'ampleur du changement. D'un seul trait de plume, César réduisit le nombre de bénéficiaires de pain gratuit de 320 000 à 150 000. Du jour au lendemain, la moitié de la ville perdit ses rations d'État. Pour éviter que la capitale ne sombre dans une émeute de la faim, il instaura des quotas stricts et attira littéralement les esprits les plus brillants à Rome. Médecins et enseignants obtinrent la citoyenneté à condition de s'y installer et d'y travailler. Il alla jusqu'à défier ce qui était considéré comme le pouvoir des dieux, le temps lui-même. La réforme du calendrier, qui régit encore nos vies aujourd'hui, était plus qu'une simple avancée scientifique. C'était un signal fort. César contrôlait désormais jusqu'au mouvement du soleil. Cependant, en coulisses, les tensions montaient. Les intellectuels de l'époque, tels que Salluste et Cicéron, inondèrent le dictateur de lettres. Salluste implorait « Rétablissez la morale, vainquez l'avidité, rendez au Sénat sa gloire d'antan ». Il rêvait d'une renaissance morale, d'une utopie où les lois garantiraient l'honnêteté. Cicéron avertit avec encore plus de sévérité « Si vous ne fortifiez pas cette ville par des lois, vos victoires ne resteront qu'une légende errante, sans abri. » Mais César n'était pas un rêveur, c'était un pragmatique jusqu'au bout des ongles. Salluste proposa d'élargir le Sénat pour le rendre plus sage. César l'élargit, mais dans un but différent, le remplir de ses protégés, d'anciens centurions et même de fils d'affranchis, transformant ainsi la plus haute instance de la République en un cœur docile. Tandis que les philosophes débattaient du salut de l'âme de l'État, César bâtissait une machine efficace au service du pouvoir personnel. Il rationalisa les tribunaux, interdit le luxe, les perles et la pourpre, tentant de freiner les appétits de la noblesse.
Mais c'est là que résidait son erreur fatale. En créant un ordre idéal, il priva l'élite du chaos auquel elle était habituée, où elle s'était habituée à piller et à régner. Il construisait un empire d'avenir dans une ville encore hantée par le passé. Tandis que le dictateur planifiait de grands théâtres, des bibliothèques et des campagnes contre les Parthes, des dagues, tapies dans l'ombre des portiques, commençaient déjà à être affûtées. César avait conquis le monde, mais il n'avait toujours pas compris que ses pires ennemis n'étaient pas les archépartes, mais ceux à qui il venait de rendre le droit à la vie. Le compte à rebours avait commencé. César bâtissait un monde nouveau, tandis que ses anciens amis rédigeaient de magnifiques traités de morale. Cicéron et Salluste proposaient des théories de régénération morale, mais le dictateur n'avait que faire de la philosophie. Il devait nourrir des millions d'habitants et apaiser les anciens combattants. Il fit ce que personne n'avait osé. Il réduisit de moitié la distribution de pain gratuit. Imaginez le risque, prendre de la nourriture à la foule romaine dans une ville ravagée par les émeutes. Mais tandis qu'il comblait les lacunes des lois et réorganisait l'appareil d'État, les fantômes du passé recommençaient à planer à l'horizon. Les fils de Pompée se rebellèrent en Espagne. César fut contraint d'abandonner tous ses pouvoirs. La situation à Rome était alors pour le moins scandaleuse. Cléopâtre vivait chez lui avec son nouveau-né, tandis que Calpurnia, l'épouse légitime de César, observait la scène au milieu des murmures et des commérages. Rome était furieuse, mais César s'affranchissait des convenances avec autant d'aisance que les légions ennemies. Cependant, la guerre d'Espagne était sans précédent. C'était l'agonie de l'ancienne République, cruelle et impitoyable. La bataille de Munda devint son ultime et sanglant chef-d'œuvre. Ce fut un combat acharné. À un moment donné, ces légions aguerries fléchirent. Imaginez l'élite de l'armée, les conquérants de la Gaule, commençant à battre en retraite sous l'assaut ennemi. Et alors, l'impensable se produisit. Le dictateur, âgé de 50 ans, sauta de son cheval, empoigna son bouclier et chargea droit dans une pluie de lances au cœur de la mêlée. Il cria à ses soldats « Allez-vous vraiment me trahir et me livrer à ces gamins ?» Cela fonctionna. Les soldats, honteux, lancèrent une ultime attaque. 30 000 hommes tombèrent ce jour-là. Après la bataille, César, essuyant le sang de son visage, confia à ses amis « J'ai toujours combattu pour la victoire. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai combattu pour ma vie. » Il revint à Rome non seulement en vainqueur, mais en idole vivante. Le Sénat, tremblant de peur, le combla d'honneurs inouïs. On l'autorisa à porter les bottes rouges des anciens rois et à placer sa statue dorée dans les temples aux côtés des dieux. Mais derrière cette façade étincelante se cachait une réalité bien différente, plus dangereuse. César ne faisait plus confiance aux institutions du pouvoir. Son véritable soutien se constitua en son cabinet fantôme, des amis fidèles comme Balbus et Oppius. Ces hommes n'occupaient aucune fonction officielle, mais c'étaient eux qui soufflaient à l'oreille du dictateur, tandis que les magistrats officiels patientaient dans l'antichambre. Et surtout, l'armée. Les légions s'étaient enfin transformées, passant d'une milice citoyenne à une caste professionnelle loyale personnellement au chef et non à l'État. Elles étaient devenues une nouvelle force politique ne comprenant que le langage de l'or et de l'acier. César avait créé le mécanisme idéal du pouvoir, mais avait commis une erreur fatale. Il avait privé l'élite de son droit le plus fondamental, celui du chaos dans lequel elle avait coutume de piller. César avait conquis le monde, mais il n'avait toujours pas compris que ses pires ennemis n'étaient pas les archépartes, mais ceux à qui il venait de rendre la vie. Tandis qu'il planifiait des campagnes en Orient, des dagues, tapies dans l'ombre des portiques, étaient déjà affûtés. Le compte à rebours avait commencé. Ironie du sort, le dictateur avait lui-même préparé le terrain pour sa propre chute, transformant ses compagnons en spectateurs impuissants, n'ayant plus rien à perdre que leur orgueil. L'ordre de César était devenu pour eux une cage étouffante, et il n'y avait qu'une seule issue,
César avait conquis le monde, mais il n'avait toujours pas compris que ses pires ennemis n'étaient pas les archépartes, mais ceux à qui il venait de rendre la vie. Tandis qu'il planifiait des campagnes en Orient, des dagues, tapis dans l'ombre des portiques, étaient déjà affûtés. Le compte à rebours avait commencé. Ironie du sort, le dictateur avait lui-même préparé le terrain pour sa propre chute, transformant ses compagnons en spectateurs impuissants, n'ayant plus rien à perdre que leur orgueil. L'ordre de César était devenu pour eux une cage étouffante, et il n'y avait qu'une seule issue. Pour comprendre comment il s'est retrouvé dans ce piège, il faut se pencher sur les coulisses de la politique romaine. Avant César, l'armée n'était qu'un instrument. Marius et Sylla utilisaient tous les vétérans comme un bélier pour enfoncer les portes du Sénat ou éliminer leurs rivaux. Les soldats étaient loyaux envers leur chef tant qu'ils les payaient, mais l'État lui-même restait une entité lointaine à leurs yeux. César, cependant, a changé la donne. Il fut le premier à comprendre que l'armée n'était pas qu'une force brute, elle constituait un nouveau parti politique. Souvenez-vous de Sylla, c'était un véritable bourreau. Il utilisa ses légions pour plonger Rome dans le sang, puis les dispersa sans ménagement, espérant semer la peur et créer de nouvelles colonies. César adopta une approche différente, il entreprit de former ses soldats. Pour lui, un légionnaire n'était pas un mercenaire, mais un acteur à part entière de son projet grandiose. S'il distribua des terres en Gaule, en Espagne et en Afrique, ce n'était pas par simple générosité. Il créa un réseau de forteresses à travers l'Empire, des troupes qui lui étaient fidèles. C'était une machine de romanisation colossale, où un vétéran devait tout non pas à une Rome abstraite, mais à une personne précise, son empereur. Mais c'est là que résidait le piège. César croyait pouvoir remplacer l'ancienne aristocratie par cette nouvelle élite de vétérans et de provinciaux loyaux. Et, tandis qu'il bâtissait cette nouvelle hiérarchie du pouvoir, il commit son erreur la plus noble et la plus fatale. Il inventa la politique de clémence, la clémence. Imaginez, la guerre civile est terminée. Les ennemis sont vaincus. Selon la logique de l'époque, leur tête devrait orner le forum. Mais César dit non. Que la victoire soit une nouvelle voie, la générosité. Il brûle les lettres de ses ennemis sans les lire. Il gracie Marcus Brutus. Il rappelle Marcellus d'Exile, celui-là même qui avait publiquement ordonné la flagellation des citoyens de César pour l'humilier. César croyait sincèrement que la clémence lui assurerait la loyauté, mais il oublia la société dans laquelle il vivait. Pour un aristocrate romain, le pardon était la pire des humiliations. Être sauvé par le dictateur revenait à accepter son esclavage. Chaque grâce accordée par César était un coup porté à leur orgueil, plus douloureux encore que le coup d'une épée. Tandis que le dictateur rêvait de conquérir la partie, ceux qui l'avaient épargné murmuraient en coulisses. Ils ne le voyaient pas comme un sauveur, mais comme un homme qui les avait privés de leur droit de combattre et les avait instrumentalisés pour son triomphe. La cage se referma brutalement. César avait créé un ordre idéal où il n'avait pas sa place, car il était trop grand pour ce monde. Il pardonna à ses assassins avant même qu'ils ne frappent, et ce fut à la fois sa plus grande victoire et son ultime défaite. Les Ides de Mars n'étaient pas qu'un complot. Elles étaient le seul moyen pour le vieux monde de lui rendre l'appareil. Imaginez un homme si grand qu'il gracia ses assassins avant même qu'ils n'aient dégainé leur poignard. Pour le simple légionnaire, la politique de clémence de César était une aubaine. Le commandant changeait, mais l'aigle sur l'étendard demeurait le même. Mais pour l'élite romaine, pour les fiers aristocrates, cette clémence se transforma en un supplice exquis. Recevoir le pardon de César revenait à reconnaître son droit de juger. Il ne se contenta pas de les vaincre, il les transforma en toile de fond de son triomphe. C'est là le paradoxe central de l'histoire. Au fait de sa puissance, César se retrouva dans un isolement total. Il créa un ordre idéal où l'ancienne République n'avait plus sa place.
et c'est là son erreur fatale. En laissant ses ennemis en vie, mais en les privant de tout pouvoir, il les priva de tout moyen légal de lutte. Quand il n'y a pas d'élections équitables, quand le Sénat est rempli de ses protégés et que la dictature est proclamée permanente, l'opposition n'a qu'une seule voie vers la victoire, l'élimination physique. César lui-même, de ses propres mains, construisit l'échafaudage sur lequel il était voué à gravir. Imaginez l'atmosphère de ces derniers mois. Rome était littéralement submergée par la déification du dictateur. Fauteuil d'or, temple privé, le mois de Quintilis rebaptisé Juillet. César portait les bottes rouges des anciens rois et recevait des honneurs qui semblaient presque inhumains. Mais derrière cette splendeur se cachait un vide. Même ses plus proches collaborateurs, ceux qui avaient combattu à ses côtés en Gaule et pendant la guerre civile, commencèrent à ressentir un froid glacial. Lorsque Marc-Antoine tenta par 2 fois de poser le diadème royal sur sa tête lors des Lupercales, la foule garda le silence. C'était le silence avant la tempête. Un complot se tramait sous le nez du dictateur. Plus de 60 personnes y étaient impliquées, et le plus effrayant n'était pas la présence de ses anciens ennemis, mais celle de ses plus proches amis, Brutus, Cassius, Trebonius, des hommes qu'il avait comblés de récompenses. César connaissait le danger. Il disait ne pas craindre les joyeux lurons, mais se méfier des pâles et maigres. Pourtant, comme s'il cherchait la mort, il abandonna sa garde personnelle. « Mieux vaut mourir une fois que vivre dans la peur constante », avait-il un jour déclaré. Le matin du 15 mars se leva. Le ciel semblait hurler de détresse. Éclairs, bruits étranges, cauchemars sanglants. Sa femme, Calpurnia, sanglotait, le suppliant de rester à la maison. Même les animaux sacrificiels, à en croire les rumeurs, avaient perdu leur cœur. César hésita. Mais c'est alors que le destin lui asséna le coup le plus ironique. L'un des conjurés, Décime Brutus, le prit par la main et le persuada de se rendre au Sénat, de peur de paraître arrogant devant l'Assemblée. En chemin, César rencontra la devineresse Spurina. « Les ides de Mars sont arrivées, » remarqua le dictateur avec un rictus. « Elles sont arrivées, mais elles ne sont pas encore parties, » fut la réponse glaçante. Un esclave se précipita vers lui dans la foule, un billet révélant les noms des traîtres à la main, mais le flot le repoussa. La cage se referma violemment. César marcha vers ses 23 plaies, ignorant que sa clémence avait déjà scellé son destin. Le vieux monde ne pouvait accepter son pardon, il ne pouvait répondre que par la force. César avait créé un monde où il n'avait plus sa place. Imaginez un homme tenant son propre arrêt de mort, trop occupé pour le lire. Artémidore de Cnide se fraye un chemin à travers la foule en criant « César, lisez ceci immédiatement, c'est ce qui vous concerne personnellement. » Le parchemin contient des noms, des dates, les détails du complot. Mais le dictateur, entouré de suppliants, jette un simple coup d'œil au document et entre dans la salle, serrant contre lui son secret de salut. La cage se referme brutalement. À l'intérieur de la curie, l'atmosphère est électrique. Les conspirateurs sont au bord de la crise de nerfs. Le sénateur Popilius Lena s'approche de Brutus et lui murmure « Je vous souhaite bonne chance, mais dépêchez-vous. » Les assassins pâlissent. Ont-ils vraiment été découverts? Ils sont sur le point de s'entretuer pour échapper au bourreau, mais Popilius s'éloigne simplement. Ce n'était pas une menace, juste une remarque anodine. Mais le destin continue de leur envoyer des signes. Les prêtres dissèquent l'animal sacrificiel et il est dépourvu de cœur. César se contente de rire. C'est déjà arrivé en Espagne. Le prêtre répond dans un murmure glaçant. Alors vous étiez en danger, maintenant c'est bien pire. Mais César n'écoute plus. Il se dirige vers son trône, inconscient du cercle qui se resserre derrière lui. Tillius Cimbri le saisit par la toge, le signale. Casca porte le premier coup, mais sa main tremble et la blessure est superficielle. César s'écrie « Maudit Casca, qu'est-ce que tu fais ?»
et à cet instant, une pluie d'acier s'abat sur lui. Il se débat comme une bête blessée dans un enclos jusqu'à apercevoir Brutus, son protégé, son ami. On dit qu'à ce moment-là, toute résistance s'évanouit. César jeta simplement sa toge par-dessus sa tête, exposant son corps à 23 coups. Ironie du sort, il s'écroula au pied de la statue de Pompée, son grand ennemi. La statue était maculée de sang, comme si Pompée en personne était venu se venger. Puis le silence se fit. Les sénateurs s'enfuirent, terrifiés. La ville se figea, attendant le carnage. Celui qui, ce matin-là, avait régné en maître sur le monde, gisait désormais dans une salle vide, abandonnée de tous. Ce n'est que des heures plus tard que 3 esclaves apparurent. Ils chargèrent le corps ensanglanté sur une civière, et l'un des bras de César pendait mollement jusqu'au sol, se balançant au rythme de ses pas. 3 esclaves portaient l'homme devant lequel le monde tremblait. Qui était-il vraiment ? On a l'habitude de le considérer comme un grand homme d'État, mais la vérité est bien plus complexe. César était un brillant professionnel sur le champ de bataille, un maître de l'intrigue au forum, mais en tant que dirigeant, il demeura un grand amateur. Il n'eut tout simplement pas le temps d'apprendre à gouverner le monde qu'il avait conquis. Il gouverna par à-coups, entre 2 campagnes, comptant sur sa clémence légendaire. Mais la Rome antique n'était pas du genre à pardonner. César n'a pas créé l'Empire comme un système, c'est l'histoire elle-même, la logique même de la désintégration de la République qui l'a engendrée. Il n'était qu'un pont qui s'est consumé sur son passage. Son arrogance, ses déclarations sur le fait que la République n'était rien, un nom vide, ont scellé son destin avant même les poignards de Brutus. Il a créé un monde où il n'avait plus sa place, ne laissant derrière lui qu'un nom qui deviendrait synonyme de pouvoir absolu pour les 2000 ans suivants. Les Ides de Mars étaient arrivées, mais pas encore passées. Les Ides de Mars sont arrivées, mais elles ne sont pas encore passées. Pourquoi ? Parce que César n'est pas seulement mort. Il est devenu le carburant d'un système auquel il ne s'était pas lui-même approprié. On connaît bien le terme césarisme, mais soyons honnêtes, en tant qu'homme d'État, César a échoué. Sa tentative de réconcilier tout le monde sous son égide était vouée à l'échec. Il était trop grand pour ce monde, trop impulsif et franchement d'une arrogance trop franche. La véritable révolution romaine ne se résumait pas à une lutte pour le trône, mais à un bouleversement profond. La paysannerie italienne réclamait terres et droits, et ce mouvement social balaya l'ancienne aristocratie. César se contenta de surfer sur cette vague, faisant le lien entre la République mourante et l'Empire naissant. Mais l'histoire est une architecte cynique. Elle n'avait pas besoin de héros, elle avait besoin de gestionnaires. César devint un sacrifice nécessaire. Son intelligence, son talent et sa volonté étaient contre-productifs pour la nouvelle machine bureaucratique qui aspirait non à la perspicacité, mais à une prévisibilité morne. Et voici Octave Auguste. Une pâle copie de son grand-oncle, froid, prudent, presque ennuyeux. Il ne commit aucune erreur tactique, car même avec sa propre femme Livie, il récitait des notes préparées. Auguste avait compris ce que César refusait d'admettre. Le peuple ne voulait pas la vérité crue. Il lui fallait le slogan idéal. Il baptisa son régime « République restaurée ». C'était un mensonge éhonté, et chacun le savait, mais c'est cette illusion qui devint le fondement de siècles de pouvoir. Tandis que César méprisait ouvertement les anciens noms, Auguste les instrumentalisa pour asseoir son pouvoir. César sema le chaos dans lequel il périt, et Auguste bâtit un système sur ses cendres. L'un devint une légende, l'autre un empereur. Et si vous croyez que l'histoire choisit les plus brillants, vous vous trompez. Elle choisit ceux qui savent jouer la comédie à la perfection.